Salut tout le monde, c'est Guillaume Burette. Bienvenue sur Marabout, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat en Afrique francophone. 2 fois par mois, je vous propose d'écouter la discussion que j'ai eue avec un ou une entrepreneuse de talent sur son parcours, les challenges rencontrés ainsi que l'écosystème dans lequel il ou elle se développe. Alors salut Mouta, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par t'introduire et nous parler un peu de ton projet? Oui, alors je suis Mouta Wakilugun, je suis béninois, je suis un jeune entrepreneur. J'ai lancé une unité de production de pâte à tartiner au chocolat et de tablettes de chocolat. Alors, ton unité de production, justement, elle est basée sur des matières premières uniquement béninoises, c'est ça? Oui, tout à fait. Nos matières premières de base, c'est le cacao et puis l'amande du cajou. Et je estime que celles de Bénin sont très exceptionnelles. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de la phase de production de ton produit? Je suppose que ça n'a pas dû être facile de trouver les bons ingrédients et les bonnes quantités pour démarrer. Oui, tout à fait. Alors, voilà, nous avons démarré en 2017 la phase de recherche et développement. Donc, à la base, j'ai une formation agroéconomie et de finance au Bénin et au Japon. La phase de recherche et développement a été un peu très longue à cause de quelques éléments. Du fait que, premièrement, on a voulu apporter quelque chose de différent et d'unique qui puisse, même si c'est une offre qui est connue, enfin, oui, un produit qui est connu, comment est-ce que nous on peut se réapproprier le produit, ensuite apporter une valeur ajoutée, une différence. Donc, tu voulais te différencier de ce qui existait déjà sur le marché? On avait deux possibilités à la base. Soit faire avec une pâte à tartiner avec aux noisettes ou à l'arachide, en fait, les cacahuètes. Mais cela ne répondait pas vraiment à notre vision de la chose. Donc, on a voulu vraiment associer l'amande de cajou et le cacao. On a fait appel à plusieurs spécialistes de la confiserie, plusieurs chocolatiers. Même en France, on a travaillé avec quelques-uns en Afrique. Ils nous ont souvent recommandé de ne pas utiliser l'amande de cajou et de continuer, soit on importe des noisettes, soit on utilise l'arachide qui est sur le marché. Donc, nous, on a pensé que sur l'arachide, il y a beaucoup d'allergies. Ensuite, sur les noisettes, on trouve que ça va être la même offre que ce qui existe sur le marché. Donc, ça n'avait vraiment pas une plus-value. Donc, nous, on a voulu laisser tomber les avis des personnes avec qui nous avons travaillé et maintenir le cap. Aujourd'hui, bon, ça n'a vraiment pas été, c'était pas évident de s'en sortir, puisqu'on a eu des périodes où, franchement, le résultat qu'on avait été vraiment horrible. Même toi, tu voulais pas goûter? Moi, je voulais même pas goûter. Mais moi, je voulais même pas. Plusieurs fois, il y a eu des moments extrêmes de doute, des moments de relâchement même. Donc, mais bon, la vision étant plus grande que les échecs momentanés, donc, Ouais. on a maintenu l'étape. Et puis, en octobre 2018, on est parvenu à trouver quelque chose qui soit stable. Donc, presque 1 an et demi, 2 ans plus tard, tu as trouvé un produit qui est vendable et qui se mange. qui est mangeable. Et du coup, tu as vraiment voulu partir sur des matières premières du pays, donc la noix de cajou et le cacao. Le cacao. Les deux se font sur place. Les deux sont des matières produites sur place. Et donc, il y a une qui a une filière un peu plus organisée, qui est l'amande de cajou. Donc, l'amande de cajou a une filière très organisée ici. Et le cacao, non. Ce n'est pas une filière organisée. Ouais. Donc là, tu as dû aller toi-même trouver des producteurs. Et les producteurs, les organiser, les accompagner, parce que pour améliorer leur revenu, donc le fait d'acheter la matière première brute et de venir traiter ça chez nous, le coût est trop faible. Donc nous, on les a accompagnés, histoire de leur permettre
de faire une première phase de traitement du cacao sur place. Donc, quoi, il retirait les fèves et il les faisait sécher peut-être déjà sur place, alors? Et fermenter, sécher et ensuite décortiquer. OK. Donc, Donc, tout ça parce se fait que, sur place et puis, alors, il te le livrait. oui, parce que là, disons que le prix d'achat, nous on a amélioré le prix d'achat à presque 3 fois, oui, 3 fois le prix d'achat du cacao continental. Bon, notre prix d'achat est vraiment meilleur. Du coup, on ajoute, comment je fais ça? On partage vraiment la valeur avec eux. C'est l'une des fiertés d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, tu travailles donc depuis 4 ans avec, pour certains, des producteurs avec qui tu étais dès le début, quoi. Oui, oui. Par exemple, sur l'amande de cajou, oui, c'est des producteurs avec qui on a travaillé depuis. Et sur le cacao, oui, celui avec qui on a commencé depuis le début, maintenant est le lead des producteurs de sa zone, donc qui permet de coordonner, de gérer. Puisqu'on a vraiment fait un travail de fond avec lui. OK. Donc, super impressionnant. Donc, c'est vraiment lié à ta marque et à, du coup, ce que tu vas mettre en avant sur ton produit, je suppose, donc, dans la suite pour les consommateurs. Donc là, tu arrives à la fin de ta phase de R&D, après 1 an et demi, 2 ans, et tu te dis, ça y est, j'ai un truc qui se mange. Maintenant, il faut que je trouve le bon packaging pour le mettre sur le marché. Exactement. Donc, alors, en 2018, donc, j'ai été retenu par la fondation Tony Elumelu. Ça s'appelle TIF, hein, Tony Elumelu Foundation. Mais le programme s'appelle TIF, mais T2EF. Donc, Tony Elumelu Entrepreneurship Program, TIP. Mhm. Donc là, notre idée a été retenue comme l'une des meilleures idées à un fort potentiel. Donc, ils nous ont octroyé $5 000 et ils ont fait une forme de promotion et de connexion avec d'autres entreprises. Donc, la prime est sortie en novembre 2018. Donc, ça nous a permis, parce qu'on avait déjà une forme de packaging qui était conçue, mais après, ça ne répondait pas vraiment à la vision de l'entreprise, de la marque, pardon. Le slogan, c'est Be different, be proud. C'est-à-dire, en quelque sorte, oser affirmer sa différence, d'une certaine façon. Oser quitter l'ancien, enfin, quelque chose qui est ordinaire pour vraiment quelque chose qui est meilleur. Donc là, l'emballage ne répondait vraiment pas à cette conception de notre marque. Donc là, on a dû refondre totalement l'emballage. Et ensuite, utiliser par exemple des icônes africaines sur l'étiquette. Donc en janvier 2019, en mettant le produit grand public et en commençant la promotion. Donc c'est surtout cette version que les gens connaissent. Ouais. Il y avait des icônes comme Patrice Lumumba, le roi Bianzin, qui est un roi, Thomas Sankara, qui est une des icônes. Voilà, ça c'était la version de base qui était mise en janvier 2020 sur le marché. Et donc, en janvier 2019, tu vends tes produits dans des supermarchés ou des grandes surfaces? En janvier 2019, notre stratégie, c'était pas directement dans les grandes surfaces. OK, ouais. Dans des surfaces, je vais dire, ni bas de gamme, Ouais. c'était médiane. Donc, on avait eu quelques-unes des surfaces qui ont accepté de mettre. Et ensuite, oui, le premier mois, on a fait un chiffre d'affaires de 172 000 francs CFA. C'était environ $280, quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et en termes d'unité, ça fait 80. Et donc, nous, personnellement, j'avais dit, waouh, 80 personnes acceptent d'acheter notre produit. C'est quand même intéressant, c'est pas n'importe quoi. Donc là, c'est motivant, on se dit, après 2 ans, après les échecs, après ce que les gens nous ont dit que c'est pas possible de continuer dans ce cycle.
dans ce sens. Donc, si 80 personnes acceptent de donner leur argent pour acheter ce que nous avons mis sur le marché, alors là, ça vaut la peine de continuer. Franchement, ça a été une sorte d'énergie, de savoir que 80 personnes achètent, c'est pas rien. Et du coup, là c'est parfait. Tu es lancé pour la suite de tes aventures. Donc, ton premier mois, tu vends 80 pots. À cette période-là, tu pouvais produire combien de pots par mois? À cette période, la capacité de production était d'environ 500 unités par mois. 500 unités par mois. Là, du coup, tu avances et tu restes sur ton marketing qui est assez tranché, avec des personnalités que tu mets en avant. Et puis, après un an, tu réalises ou on te dit que peut-être le marketing n'est pas assez ouvert et trop fermé, et du coup, tu décides de le changer. Mais bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, déjà à la base, je suis une personne très, bon, avec le Japon, on a le Kaizen, qui est l'amélioration permanente de ce que vous faites. Ok, ouais. J'écoute extrêmement les clients. Moi-même, je vais dans les réunions pour m'assurer, pour entendre ce que les gens pensent du produit. Attends, tu restes à côté de tes pots et t'écoutes si... Donc, on me dit, il y a des personnes qui avaient des arguments extrêmement violents, extrêmement décourageants, mais c'était bien pour moi. Cela me permettait de savoir concrètement ce que les gens pensent. Par exemple, il y a des personnes, des Béninois, qui me disent, mais quel est l'intérêt de mettre le roi Béhanzin sur votre étiquette, un produit alimentaire? Et en plus, c'est un mort. Donc, Et tu réponds quoi à ça? oui, mais pourquoi est-ce que tu mets un mort, enfin des morts, rien que des morts sur tes étiquettes? Donc, oui, pour dire que franchement, après, l'entrepreneur peut penser quelque chose, mais cela peut ne pas être perçu de la sorte par le consommateur. Donc, mais j'avais épuisé mes ressources, je ne pouvais pas me permettre de changer 7000 étiquettes, voire 15 000 étiquettes, je ne pouvais pas me permettre de changer ça. J'ai maintenu le cap, mais Dieu, enfin disons, heureusement, il y a une partie des consommateurs qui comprennent réellement le message qu'il y a derrière. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était de dire, OK, chaque enfant qui va ouvrir le pot puisse apprendre l'histoire de cette icône. Okay. Un adulte qui ouvre le pot puisse voir dans cette icône des personnes tenaces qui ont incarné des valeurs. Et justement, des valeurs que notre marque voulait promouvoir. Donc, on a maintenu le cap. La croissance a commencé petit à petit. Donc, on a eu des difficultés à cette période, franchement. Et c'est le commun de toute jeune entreprise, d'ailleurs. Par exemple, la façon, vu qu'on était à cette époque, l'ensemble de l'équipe était constitué de 4 personnes, y compris moi. Donc, on n'avait pas beaucoup de capacité d'opérationnalisation marketing. Donc, on a voulu externaliser la distribution, mais il n'y a pas vraiment de réseau de distribution au Bénin. Okay. Il y a quelques jeunes startups qui essayent d'avoir des débuts de solutions. On a voulu travailler avec ces startups. On leur a confié la distribution pour le mois de février, mars, mais ce n'était pas concluant. Oui, ce n'était pas vraiment concluant. On a décidé de ramener la distribution dans l'entreprise. Et bon. Et ça t'a aidé? Ça a changé quelque chose de t'occuper de ça? Énormément de choses. Et d'ailleurs, bon, si on a des professionnels de la distribution, ça peut être intéressant, mais ça a changé entièrement la chose parce que ça nous permet de collecter des informations clientèles, de les traiter nous-mêmes et ensuite de l'intégrer dans le processus. Donc, vraiment super important au début quand tu proposes ton produit d'être à l'écoute des professionnels du secteur, donc de ceux qui tiennent les magasins et des clients qui directement vont acheter ou pas tes produits. Et ça, du coup, tu ne l'avais pas au début et tu as réalisé que c'était vraiment la clé pour pouvoir pivoter. Exactement. Et donc, déjà, quand on a repris la distribution, la plus grande chaîne de supermarchés que nous avons au Bénin, ça s'appelle Erivan, Super U. Je crois que c'est un peu populaire. Super U, ils ont
Ils ont dit, ah, votre produit est intéressant, c'est original, on aimerait distribuer ça. Waouh, Attends, ça c'était quand ça? c'était en mars 2019. En mars 2019, donc un an après ou 2 mois après? Non, non, 2 mois après. Ah, donc 2 mois après le lancement, tu as déjà des Le grandes lancement, marques qui viennent te chercher, quoi. ils nous ont contactés, ils ont dit, on aimerait vous rencontrer. Donc, on est allé. Ils avaient même un pot déjà. On ne sait pas là où ils ont mis ça. C'est intéressant. Et oui, alors là, ça a vraiment encore donné plus de courage. C'était pas rentable, mais bien sûr. Mais C'est le c'était début. le signal qui vous dit, ah, je suis là pour continuer. Donc, Et du coup, ta conversation avec eux, c'est votre produit est intéressant, on voudrait le tester chez nous. Ils t'avaient déjà parlé du marketing ou pas à ce moment-là? et ils nous ont fait comprendre que, donc, ils nous ont fait savoir les points forts qu'ils ont vus sur le produit. Ils ont dit, franchement, vous êtes original. On n'a pas de pâte à tartiner avec une étiquette noire. C'est osé, c'est de l'audace. Ça fait toute une différence dans les réunions. Et ensuite, votre message de base est très intéressant. Be different, be proud. Je pense que c'est un joli message. Ouais. Et ils ont énuméré des points positifs et aussi des points à améliorer. Puis voilà, on a commencé et uniquement avec eux, on a eu une croissance 300% comparé bien sûr à Au premier mois? au premier mois. Donc, Ben, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc. après tout, c'est trois supermarchés, je veux dire, c'est trois super, oui, points de vente. Et du coup, là, tu te rends compte que tu commences à te rapprocher encore plus du marché que tu recherches et de tes clients. Et au niveau production, ça suit toujours ou tu... Au niveau client, ça suit parce que oui, c'était encore, comment je vais dire, soutenable. Ouais. Après, les mois qui ont suivi, ça a été une chaîne de bonnes nouvelles. Enfin, bien sûr, de défis aussi. Au point de vue commercial, c'était du genre, on a eu des propositions de représentation au Burkina, on a eu des personnes qui nous ont contactés au Congo à cause de Patrice Lumumba, donc qu'ils aimeraient distribuer là-bas déjà. Mais bon, nous, on savait que notre focalisation, ce n'était pas encore de s'exporter, Ouais. c'était d'abord de renforcer notre clientèle, d'abord dans la ville Cotonou, dans la capitale Cotonou. Donc, même quand on avait des demandes, on ne pensait pas que ce soit vraiment le moment d'y accéder. Et puis, il arrive un moment où tu avais trop de demandes et tu ne pouvais pas produire assez. Et là, tu as réinvesti du coup dans une usine qui t'a permis de produire beaucoup plus. En mai, déjà, on avait appris la demande qui est supérieure à notre capacité de production. Donc, la solution à court terme que j'avais trouvée, c'était de réorganiser la production. Donc, on avait acheté des machines, mais ce n'était pas de grandes machines. On avait importé certaines machines qui sont toujours là, mais qui constituent maintenant notre laboratoire de recherche. Ça nous permettait de juste améliorer la capacité de production. C'est-à-dire, on pouvait aller jusqu'à 700, donc environ 700, 800 maximum. En juillet, on a eu un problème. C'était la qualité. C'est-à-dire que après, les producteurs que nous avons organisés avec les standards de matières premières ont changé carrément les matières premières. Et donc, la qualité du produit a pris un gros coup. Donc, Comment ça? Donc, ils te donnaient une matière première un peu dégradée oui, ils envoyaient des matières premières qui n'étaient pas de qualité. à cause d'une mauvaise récolte ou... Non, pas à cause d'une mauvaise récolte, mais parce qu'ils voulaient gagner rapidement de l'argent, enfin, travailler moins. Ok, ouais. Mais je veux dire, ils ont baissé le standard, c'est-à-dire le degré de séchage, par exemple, des matières était faible. Donc, ça fait que quand nous on produit en rayon, il y avait une forme d'huile qui remontait sur. Enfin, ça, c'est toutes les pâtes à tartiner, mais la nôtre, normalement, ne devait pas avoir ça. Et comment tu as fait du coup pour passer au-dessus? Tu es retourné voir tes producteurs et tu leur as... On a été obligé de retravailler toute la chaîne. À court terme, on avait réglé ça, mais
déjà, il y a des personnes qui ont été déçues par la qualité, donc qui ne voulaient plus revenir acheter. Ouais. Donc, il faut rattraper le coup, informer que ça a été amélioré. Mais on a trimballé cette situation jusqu'en septembre 2019. Et ensuite, en août 2019, on a été sélectionné par... il y a une organisation, Benin Investment Forum. Ils étaient à leur deuxième édition. Ils nous ont identifié comme étant une jeune entreprise avec un fort potentiel toujours. Donc, ils nous ont permis d'exposer le projet, défendre le projet, et ensuite d'avoir accès peut-être à un financement bancaire. Et donc là tu arrives avec une solution d'investissement, une première solution d'investissement dans ton entreprise que tu vas utiliser pour essayer d'avoir une production plus grosse et plus homogène alors. Oui, avec une qualité plus optimale. Ouais, ok. Donc là, j'arrive avec une solution, mais avec des challenges identifiés, quoi. Donc, j'y vais. Ensuite, on a 3 banques qui ont été intéressées, nous ont contactés. On a fait une phase de négociation d'août à mi-septembre, comme ça. Mais c'était pas intéressant, vraiment. C'était pas vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu deux niveaux de désaccord. Le premier niveau, c'est que le taux d'intérêt était extrêmement élevé. Ouais. Pour notre niveau de développement en tant qu'entreprise. Ensuite, notre budget que nous avons proposé, il y a des éléments d'investissement, des éléments de trésorerie, de fonds de roulement. Donc, chaque élément du budget n'était pas amortissable au même niveau, sur la même. Bon, par exemple, nous, on a estimé que les investissements en marketing, c'était de l'investissement. Donc, à amortir au minimum de 2 ans, sinon 3 ans. Mais eux, ils ont estimé que non, c'était plutôt du fonds de roulement. Okay. Donc, on devait amortir sur 12 mois. Et du coup, là, tu avais des taux d'intérêt qui ont explosé et ça t'a pas... Oui, parce que ce n'est pas réaliste, franchement. Ouais. Donc, c'était pas réaliste. Donc là, c'était déjà nos niveaux de désaccord. Et puis, bon, j'ai estimé qu'il ne fallait pas continuer dans ce sens. Donc là, pendant qu'on était là, on a eu une première offre de rachat de l'entreprise déjà à ce niveau-là. Un gros groupe alors ou qu'est-ce qu'ils voulaient acheter? C'était un groupe. Je ne dirais pas que c'était gros, mais c'est un groupe européen. Hein. Bon, donc là, vous avez refusé? Moi, mon objectif, c'était de les convaincre que le mieux, c'était d'entrer dans le capital plutôt que de quitter complètement l'entreprise. Mais là, eux, ils n'étaient pas intéressés. On a eu aussi quelques niveaux de désaccord. Mais c'était des questions fondamentales. Du genre, où est-ce qu'on produit, où est-ce qu'on ne produit pas, est-ce qu'il faut délocaliser ou pas. Mais bon, c'est sur ce genre de questions qu'on se... Et bon, j'ai estimé que c'est le moment d'ouvrir le capital pour recevoir de nouvelles personnes. Donc là, je me suis entouré de conseillers dans le domaine, en plus de mes propres connaissances de base. Donc là, on a fait un montage de dossier. On sait qu'à cette étape, ça va être très difficile de convaincre des investisseurs de venir dans notre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'ouvrir le capital à des personnes qui veulent venir s'associer avec nous. Et ensuite, cela allait permettre d'accroître le chiffre, d'investir dans le marketing et d'accroître le chiffre d'affaires. Et ensuite, voilà. Donc, on a pris une première personne en septembre et ensuite une deuxième personne en novembre. Et donc, oui, et on a pris aussi un prêt associé. Okay. Donc, un prêt associé, compte courant d'associé. Donc, avec les résultats qu'on avait déjà, toutes ces nouvelles ressources, donc on a extrêmement investi, c'est plusieurs millions en tout cas, on a investi dans la professionnalisation de la production.
Et à partir de ce moment-là, tu as changé ton marketing ou tu es toujours resté sur... Non, déjà à partir de septembre, l'équipe s'est élargie. Donc, on a créé un département, un service communication, un service commercial et d'autres services avec des responsables pour chaque service et certains collaborateurs en freelance, d'autres en permanence. Donc, voilà. Là, on a investi, enfin, on a réajusté nos différentes stratégies Ok, pour ouais. pouvoir amener la nouvelle forme de croissance qu'on envisage. Ok. Et donc là, tu te retrouves maintenant avec une usine de production, donc comme tu le dis, plus industrielle, pour répondre justement de façon homogène à la demande. Tu as aussi de nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Donc, tu as démarré avec une pâte à tartiner, mais tu es aussi maintenant en train de vendre des tablettes de chocolat. Donc là, on a de la pâte à tartiner, on a des tablettes de chocolat noir 85%. Et ensuite, là, avant fin juin, on doit avoir deux nouveaux chocolats, du chocolat au lait et du chocolat noir, mais là, dilué 70% avec fourré de pépites de chocolat, d'amandes de cajou. Donc, C'est vraiment une tu restes sur ton amande de cajou, sur ta noix de cajou. C'est extrêmement délicieux en fait. Ben, c'est top. Tu la vois où ton entreprise dans 1 an, dans 2 ans et dans 5 ans? Déjà, notre croissance est extrêmement élevée. Depuis le lancement, là, on est autour de 1500% de croissance déjà. Ah ouais. Et, et, Vous êtes combien d'employés pour le moment? là, 13 permanents et 3. Freelance. Je pense que déjà, pour ce qu'on est en train d'avoir comme croissance, c'est très, très rapide. Donc, je pense que d'ici fin 2021, on sera obligé d'augmenter encore la capacité de production. Et bon, à court terme, donc d'ici la fin de cette année, on ne va pas exporter. Ok. On va renforcer plutôt notre présence sur le plan national, c'est-à-dire les grandes villes du pays. En 2019, on n'était que à Cotonou et à Bonne-Calavi, c'est-à-dire c'est presque la même zone, la même ville. Mais c'était les deux grandes villes du Bénin. Donc là, aujourd'hui, on a élargi, on est à Ouida, qui est une ville touristique très fréquentée par les touristes. On est à Porto-Novo, la capitale administrative, et nous sommes à Barabou. Donc là, on va essayer vraiment de renforcer notre réseau de distribution et notre présence sur le national toute l'année. Donc ensuite, bien que nous ayons des demandes d'exploitation, nous pensons que nous allons patienter en 2021, renforcer déjà la présence sur le plan national, et ensuite après on va exporter. Donc dans les pays de la sous-région comme le MOA où nous avons des lois commerciales uniformes, on a les mêmes procédures, les mêmes textes. Donc on n'a pas besoin de payer la douane, bien qu'il y ait des... Donc voilà, là ça va être plus facile. Ok, bah écoute, super. On va déjà arriver vers la fin de l'interview. J'ai peut-être une question par rapport à l'agriculture dans ton pays. Est-ce que tu trouves on en a parlé, il y a peut-être un manque de, je ne sais pas si c'est du professionnalisme ou peut-être, qu'est-ce qui pourrait être innovant dans l'agriculture de ton pays pour essayer de pallier à ces problèmes de qualité, que peut-être tous les producteurs ne sont pas rassemblés au même endroit, je ne sais pas trop, pour faciliter d'autres personnes qui, comme toi, voudraient utiliser la matière première locale pour créer des produits et avoir une valeur ajoutée sur le territoire et créer de l'emploi. D'accord. Je pense que il y a plusieurs défis dans ce secteur pour pouvoir le rendre professionnel. Premièrement, c'est que nous avons très peu d'entreprises qui produisent de la matière première. Je crois qu'il n'y en a presque pas, mais il y en a mais dans d'autres offres. Mais c'est très, très peu. Donc, c'est une agriculture familiale, une agriculture paysanne. Donc, bien que la quantité soit significativement importante, mais la professionnalisation n'y est pas du tout. Donc, ça pose un premier problème comment je vais dire, l'éducation. Est-ce que je vais dire l'éducation, mais peut-être la formation. Ouais. C'est-à-dire que les producteurs n'ont pas
un, un esprit d'entreprise. Ils ne pensent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une entreprise. À telle enseigne que c'est des structures autonomes et ils entrent en collaboration commerciale avec une autre structure. Ouais. Donc, nous, par exemple, créer notre réseau de fournisseurs de matières premières, c'est un des points qui nous a pris énormément de temps et qui continue de nous en prendre du temps parce qu'il faut à chaque fois retourner, actualiser les informations, répéter parfois certaines choses. Donc, c'est extrêmement fatigant pour une jeune entreprise comme nous. Mais tout de même, nous investissons dans la durabilité on veut trouver le juste milieu en durabilité et rentabilité. Donc, du coup, on est obligé de créer cette forme de réseau-là et ensuite de les accompagner en permanence. Donc, ça, c'est un problème. Ensuite, il y a le fait qu'il y a des secteurs ou bien des filières, je veux dire, qui ne sont pas du tout, c'est-à-dire le gouvernement n'y porte pas du tout d'attention. Donc, quand on prend la mangue de cajou, c'est très organisé. Vous avez même des usines de traitement. Même si nous, pour l'instant, on préfère travailler avec les femmes, c'est surtout les femmes qui transforment la mangue de cajou. Donc, pour l'instant, on a créé ce réseau et on travaille avec elles. Donc, ça a une forte valeur, enfin, un fort impact social. Et après, maintenant, je pense que il n'existe pas encore des solutions financières adaptées à un niveau professionnel pour l'agriculture chez nous. Bien sûr, il y a des microfinances, mais ça ne peut aider qu'une famille et ensuite, les ressources sont extrêmement faibles. L'ordre de 30 000 par comme ça, c'est pas vraiment grand-chose. Bon, donc, voilà un peu les défis que je trouve. Et alors, on voit donc dans ta vision et ta façon de voir tes produits que tu cherches à conscientiser les clients sur ce qu'ils vont acheter et d'où ça vient. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves qui a évolué dans le temps. Donc, depuis que tu as démarré il y a 4 ans, les gens font vraiment plus attention à ce qu'ils achètent ou le prix prime encore sur la qualité et l'origine des produits? Alors moi, mon avis est très simple. En fait, c'est vrai que nous, notre choix, c'est d'offrir, enfin, de proposer une solution globalisée. Globalisée en termes intégrant l'environnement, l'aspect naturel. Mais j'estime qu'actuellement, le marché, ce que je vais dire est peut-être prétentieux et peut-être pas très compréhensible pour les jeunes entrepreneurs, des personnes qui sont dans mon secteur. Je ne pense pas que le prix soit l'élément le plus important pour le consommateur. Mais cependant, il faut quand même le dire, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité, ce pouvoir d'achat. Donc, nous, notre pâte à tartiner, par exemple, c'est à 2700 francs CFA, donc en dollars, 4,5. C'est bien ça, oui, environ. Peut-être moins, peut-être autour de 4 dollars. Ouais. Bon, évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas se l'offrir. Donc, c'est un produit de luxe. Bon, pas de luxe, mais oui, bon, ça dépendra de comment est-ce qu'on perçoit la chose. Ouais, ouais. Mais je pense que de plus en plus, le marché commence par comprendre l'importance de la qualité, surtout sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'investir dans une alimentation saine et de qualité, c'est faire des bénéfices au niveau de l'investissement en santé. Donc, du coup, c'est quelque chose que effectivement nous sommes en train d'insuffler, nous sommes en train de promouvoir. Mais nous pensons qu'il y a le consommateur de base réfléchit à l'aspect qualité-prix. Ok, bah écoute, super, merci beaucoup pour ton temps. Si ceux qui nous écoutent veulent te contacter ou acheter ton chocolat, où est-ce qu'ils te retrouvent sur les réseaux sociaux? Donc, sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à rechercher sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Gounou, Gounou, ou bien ils peuvent nous envoyer un mail tout simplement.
Gounou, c'est le nom de la marque, Gounou, Gounou, @smallsold.com. Small comme en anglais, small, sold comme en français, sold.com. Ok, super. Bah, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et bon courage pour la suite. Un plaisir et c'est vraiment intéressant d'échanger avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marabout. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur nos entrepreneurs et l'écosystème dans lequel ils se développent, rejoignez notre communauté sur Facebook et LinkedIn. Merci et à très vite sur Marabout.